Garcia Marquez le tenait pour le plus grand poète du XXe siècle, toutes langues confondues. Pablo Neruda a reçu le prix Nobel en 1971, possédait 3 maisons devenues musées, vu des statues à son nom s'élever dans tout le Chili. Aujourd'hui, je voudrais relire cet homme à partir d'un seul de ses vers. Et je voudrais considérer ce que ce vers devient une fois confronté à la vie de celui qui l'a écrit. Le vers se trouve dans le Chant général, publié en 1950. Il est au 12e chant des hauteurs de Machu Picchu. Neruda monte sur les ruines incas, s'adresse aux ouvriers morts, aux tailleurs de pierre broyés par l'Empire, et il leur ordonne de remonter du fond de la terre pour renaître en lui. Je viens parler par votre bouche morte. Tout Neruda tient dans cette posture. Le poète se fait l'organe des muets, le porte-voix de tout un continent auquel on a retiré la parole. C'est sublime. C'est aussi le moment de relire sa biographie. Colombo, 1929. Neruda est consul du Chili à Ceylan et raconte lui-même la scène dans ses mémoires. J'avoue que j'ai vécu. Il vit seul avec son chien et une mangouste apprivoisée dans un bungalow en bord de mer. Et il aperçoit une femme tamoule de la caste la plus basse, une intouchable, vider ses latrines chaque matin. Il nourrit pour elle, au fil du temps, si ce n'est une fascination, une sorte de désir malsain. Un jour, il raconte qu'il l'a saisie par le poignet, la conduit dans sa chambre et la viole. Il la décrit comme une statue, restée les yeux ouverts, sans un geste, sans un mot. Le chantre des bouches mortes vient de réduire une vivante au silence absolu. Et il trouve la chose assez belle pour la coucher sur le papier. Voilà la première personne qui l'a fait taire. Madrid, 1934. Sa fille Malva Marina naît hydrocéphale. Un mois plus tard, Neruda écrit à une amie que sa fille ressemble à une espèce de point-virgule. Un petit vampire de 3 kilos. 2 ans plus tard, il abandonne la mère et la fille pour suivre une autre femme. Malva meurt à 8 ans, aux Pays-Bas occupés. Son père ne se rend ni à son chevet, ni aux obsèques. Dans les milliers de pages de ses œuvres complètes, son unique enfant occupe un silence presque parfait. Deuxième personne effacée. Pendant ce temps, le poète chante Staline. Il compose des odes au moment où le goulag broie des millions d'individus. Et il reçoit en 1953 le prix Staline de la paix. André Gide, accordons-le-lui, avait dénoncé le mensonge soviétique dès 1936. Tous les écrivains n'étaient pas aveuglés par l'idéologie communiste dominante. Neruda, lui, a choisi de fermer les yeux. Le porte-voix des opprimés s'est tu exactement quand les opprimés réclamaient une voix. On le dit ennemi des tyrans. Pourtant, en novembre 1944, à l'université du Chili, il salue publiquement le dictateur cubain Batista comme capitaine de son peuple, avant de chanter Castro 16 ans plus tard. La fidélité au principe n'était vraiment pas son fort. Je résume ma thèse. Neruda a bâti la plus haute cathédrale lyrique du siècle à la gloire des sans-voix. Et sa vie raconte l'histoire exactement inverse. Celle d'un homme qui retirait la parole à chaque individu réel qui passait sous sa main. La femme de Colombo, sa fille de Madrid, les morts qu'il refusait de pleurer. Il parlait pour les muets dans ses livres et fabriquait des muets dans son existence. Un dernier mot sur sa mort. Neruda s'éteint le 23 septembre 1973, 12 jours après le coup d'état de Pinochet. Le certificat de décès évoque un cancer. Son chauffeur, lui, pendant 50 ans, parlera d'empoisonnement. En 2023, des experts ont retrouvé dans le sang de Neruda une bactérie du botulisme qui n'avait rien à y faire. Ils ne sont pas parvenus à trancher. L'enquête, rouverte en 2024, est encore en cours. Pour une fois, sur sa propre fin, le poète des bouches mortes n'aura pas eu le dernier mot. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et si la vidéo vous a plu, likez et abonnez-vous.